C'était dimanche, le 17 septembre 2023, lorsque le silence d'un paisible quartier de Roméoville, Illinois, fut brisé par l'arrivée de voitures de police à 20h43. La raison, une vérification de bien-être demandée par la mère de Zoreda Bartolome, âgée de 32 ans, qui n'avait pas réussi à contacter sa fille toute la journée, un comportement très inhabituel pour une femme qui répondait toujours promptement aux messages concernant ses enfants. En arrivant à la résidence, les policiers furent accueillis par un silence qui déclencha immédiatement une alerte. Dans une maison qui abritait 3 chiens, l'absence d'aboiement ou de mouvement était déconcertante. La propriété, où la famille avait emménagé seulement quelques mois auparavant, était complètement plongée dans l'obscurité. Dans une maison avec 3 chiens, on s'attendrait à des aboiements ou à un quelconque mouvement, a rapporté l'un des officiers dans sa déposition. Au lieu de cela, il n'y avait rien d'autre qu'un silence mortel. Avec leurs lampes torchées, les policiers ont commencé à inspecter le périmètre de la maison à travers les fenêtres. C'est alors qu'ils firent leur première découverte troublante, une télévision renversée et une table basse retournée dans le salon. En poursuivant l'inspection, ils trouvèrent quelque chose d'encore plus alarmant, 2 chiens morts, avec des blessures visibles par balle. La décision d'entrer dans la résidence fut prise avec une extrême prudence. Les officiers demandèrent des renforts et un bouclier anti-émeute avant de procéder à l'entrée tactique. Ce qu'ils trouvèrent à l'intérieur de la maison allait être l'une des scènes les plus troublantes de leur carrière. Dans le couloir, ils trouvèrent Alberto Rolón, âgé de 38 ans, gisant dans une mare de sang. Les multiples blessures par balle dans son dos suggéraient qu'il avait tenté de fuir son agresseur. Dans la chambre principale, la scène était encore plus dévastatrice, Zoreda fut retrouvée les mains couvrant son visage dans un dernier geste de terreur, également victime de multiples tirs. Mais l'horreur ne s'arrêtait pas là. Dans la chambre des enfants, les enquêteurs trouvèrent les corps d'Adriel, 10 ans, et Diego, 7 ans, assassinés dans leur propre lit. Le 3e chien de la famille fut également retrouvé mort, mettant en évidence la nature totalement impitoyable du crime. L'expertise initiale révéla environ 20 coups de feu tirés à l'intérieur de la résidence. Les chiens, dans leurs derniers moments, avaient désespérément griffé la porte d'entrée, tentant de s'échapper. Les marques de griffure et les preuves de lutte dans la chambre principale indiquaient que Zoreda avait tenté de protéger ses enfants avant d'être maîtrisé. Dans une tentative apparente de dérouter les enquêtes, l'assassin avait laissé la lettre F peinte à la bombe sur les murs, suggérant initialement une possible implication de cartel de drogue, une piste qui se révélerait plus tard faire partie d'une mise en scène élaborée. Quand le frère de Zoreda arriva à la résidence, il trouva la rue envahie par les voitures de police. Il lui incomba la douloureuse tâche d'informer sa mère de la tragédie qui s'était abattue sur la famille. La nouvelle se répandit rapidement dans la communauté de Roméoville, une banlieue d'environ 40 000 habitants au sud-ouest de Chicago, où les crimes de cette ampleur étaient pratiquement inexistants. « C'est dévastateur pour moi », déclara une voisine en larmes. « Juste une jeune famille essayant de faire de son mieux, c'est horrible, c'est tragique, c'est injuste. » Les enquêteurs estimèrent que les meurtres eurent lieu entre 21h le samedi et 5h du matin le dimanche. Ce qui semblait initialement être une attaque liée au crime organisé se révélerait bientôt comme quelque chose de beaucoup plus complexe et troublant, une histoire de trahison, de manipulation et de vengeance qui changerait à jamais le tissu social de cette communauté suburbaine. Ce qui rendait le massacre de Roméoville encore plus incompréhensible était la nature ordinaire et travailleuse de la famille Bartolome Rolón. Loin de tout engagement dans des activités criminelles ou des disputes dangereuses, Alberto et Zoreda représentaient l'archétype du rêve américain, un couple dévoué construisant une vie meilleure pour leurs 2 enfants. Alberto Rolón, 38 ans, maintenait un emploi stable dans une société de distribution d'alcool local. Connu pour sa ponctualité et son engagement, son absence lors du quart de 6h du matin ce dimanche fatal fut le premier signe que quelque chose n'allait pas. Alberto ne manquait jamais le travail sans prévenir, rapporta l'un de ses superviseurs. Il était le type d'employé sur qui on pouvait toujours compter. Zoreda Bartolome, 32 ans, travaillait dans le contrôle qualité d'une usine de la région. Chez Avant Engineering, où elle travaillait comme inspectrice de pièces usinées, elle était reconnue pour sa compétence et son dévouement. Ses collègues la décrivaient comme une professionnelle concentrée et une mère dévouée qui parlait fréquemment de ses enfants. Quelques mois seulement avant la tragédie, la famille avait emménagé dans leur nouvelle maison à Roméoville, une banlieue tranquille au sud-ouest de Chicago. Le déménagement représentait une évolution dans leur vie familiale, un meilleur quartier, plus d'espace pour les enfants et les 3 chiens qui étaient pratiquement des membres de la famille. Ils étaient très unis, commenta un voisin qui préféra garder l'anonymat. Je les voyais toujours jouer avec les enfants dans la cour. C'était le type de famille qu'on veut avoir comme voisin.
Comme beaucoup de familles américaines, les Bartolome Rollon faisaient face à leur propre lutte financière. Les documents révélés pendant l'enquête montrèrent que le couple avait une dette de 26 000 $ en prêts étudiants, un montant significatif, mais pas inhabituel pour des familles de classe moyenne cherchant à améliorer leurs perspectives à travers l'éducation. Adriel, 10 ans, et Diego, 7 ans, fréquentaient l'école élémentaire Roberts et Hill, où ils étaient appréciés par leurs camarades et professeurs. Adriel montrait un talent pour les mathématiques, tandis que Diego était connu pour son sourire constant et sa personnalité charismatique. La nouvelle de leur mort causa une commotion sans précédent dans la communauté scolaire. Comment expliquer à des enfants si jeunes que leurs camarades de classe ne reviendront pas, questionna une enseignante en larmes lors d'une veillée organisée par l'école. C'étaient juste des garçons doux et innocents avec toute la vie devant eux. Les enquêtes initiales ne révélèrent aucun signe évident de problème. Les comptes étaient à jour, il n'y avait pas de registre de menaces antérieures, et la famille ne possédait pas d'armes à feu, un détail qui suggérait qu'ils ne prévoyaient aucun danger imminent. La routine de la famille était prévisible et commune, travail, école, activités avec les enfants et soins aux 3 chiens qui complétaient le foyer. Les voisins les décrivaient comme réservés mais amicaux, le type de famille qui saluait en passant et participait discrètement à la vie communautaire. Dans les semaines qui précédèrent la tragédie, rien ne semblait anormal. Les enfants continuaient à fréquenter l'école normalement, Alberto maintenait sa routine au travail, et Zoraida poursuivait ses responsabilités à l'usine. Cependant, les enquêtes ultérieures révéleraient que sous la surface de cette apparente normalité, une trame sombre se développait. La façade de normalité de la famille Bartolome Rollon commença à s'effondrer lorsque les enquêteurs découvrirent un élément crucial qui changerait complètement le cours des enquêtes. Zoraida Bartolome entretenait une relation extra-conjugale avec un collègue de travail, Nathaniel Huet Jr. Âgé de 32 ans. La liaison commença en mai 2023, lorsqu'ils travaillaient tous les deux chez Avant Engineering. Ce qui commença comme une amitié entre collègues se transforma rapidement en quelque chose de plus profond. Pour Zoraida, selon les confidences faites à sa sœur, Nathaniel n'était pas juste une aventure, il était son âme sœur. Elle se voyait comme Juliette, et il était son Roméo, dans une histoire d'amour interdite qui, ironiquement, se terminerait de façon aussi tragique que l'œuvre de Shakespeare. La relation entre eux n'était pas exactement un secret bien gardé dans l'environnement de travail. Sur le poste de travail de Huet, les enquêteurs trouvèrent un post-it avec l'écriture de Zoraida qui disait « Tu signifies beaucoup pour moi. Je pense que tu ne comprends pas à quel point je t'aime vraiment. » Alberto Rollon finit par découvrir l'infidélité de sa femme. Sa réaction initiale fut surprenamment contenue pour un homme trahi, à l'exception d'un moment de fureur où il creva l'un des pneus de la voiture de Nathaniel. Après l'incident, Alberto alla jusqu'à payer pour les dommages au véhicule et demanda seulement que Nathaniel se tienne éloigné de sa femme. Contrairement à de nombreux cas similaires, Alberto choisit de ne pas mettre fin à son mariage après avoir découvert la trahison. Selon des amis proches du couple, il croyait que maintenir la famille unie était plus important que l'infidélité conjugale. Ce n'était apparemment pas la première fois que Zoraida s'engageait dans une liaison extra-conjugale, mais le couple parvenait toujours à surmonter ces situations. Ce qui rendait la situation encore plus complexe était le fait que Nathaniel entretenait également une relation stable. Il était fiancé à Erlinda Palomo, une femme de 50 ans, avec qui il vivait depuis 8 ans. Bien qu'il ne soit pas légalement marié, il se présentait comme mari et femme et partageait une vie commune. Les enquêtes révélèrent un long historique de communication entre Zoraida et Nathaniel. Ils communiquaient principalement via des applications de messagerie et les réseaux sociaux, essayant de maintenir la relation discrète, bien que pas toujours avec succès. Les rencontres avaient lieu pendant les heures de travail ou à des moments qui pouvaient être justifiés comme des engagements professionnels. En juin 2023, la situation commença à devenir plus tendue. Des messages menaçants commencèrent à arriver pour Zoraida, l'avertissant de se tenir éloigné de Nathaniel. Les messages suggéraient qu'il était sur le point d'être impliqué dans une enquête pour meurtre et qu'elle mettrait ses enfants en danger en continuant la relation. Dans les semaines qui précédèrent la tragédie, le comportement de Nathaniel commença à changer. Il semblait plus distant et paranoïaque, selon les témoignages de collègues de travail. Zoraida avait confié à une collègue qu'elle était inquiète pour la sécurité de sa famille, mais ses préoccupations ne furent jamais portées aux autorités. Rétrospectivement, le silence de tous les impliqués, Zoraida sur ses préoccupations, Alberto sur les menaces qu'il recevait, et les collègues de travail sur le comportement erratique de Nathaniel, créa un environnement parfait pour la tragédie qui allait survenir. Alors que les enquêtes initiales se concentraient sur l'évident triangle amoureux entre Zoraida, Nathaniel et Alberto, une quatrième personne émergerait comme la véritable architecte du massacre,
Erlinda Palomo, 50 ans, la fiancée apparemment dévouée de Nathaniel Huet Jr. Erlinda et Nathaniel entretenaient une relation depuis 8 ans. Bien qu'ils ne soient pas légalement mariés, ils vivaient comme mari et femme, partageant une maison et une vie commune. Aux yeux de la communauté, ils étaient un couple normal, elle, une femme mûre de 50 ans, lui, un homme 18 ans plus jeune qui avait apparemment trouvé la stabilité à ses côtés. Ce n'était pas la première fois qu'Erlinda faisait face à l'infidélité de Nathaniel. Pendant l'entretien avec les enquêteurs, elle révéla un historique de trahison qui remontait à 2015, quand ils commencèrent leur relation. En 2017, quand mon fils est né, il a promis qu'il n'aurait plus d'aventure, qu'il ne me trahirait plus, raconta-t-elle, avec un mélange d'amertume et de résignation. Ce qui différencierait cette trahison des précédentes serait la réponse méticuleusement planifiée d'Erlinda. Au lieu de confronter directement son fiancé ou sa maîtresse, elle échafauda un plan complexe qui démontrerait un niveau de manipulation psychologique rarement vu dans des affaires criminelles. Utilisant des numéros de téléphone générés par des applications mobiles et de multiples faux comptes en ligne, Erlinda créa un univers fictif élaboré. Elle développa différentes personnalités qui communiquaient avec Nathaniel, construisant un récit qui le convaincrait progressivement qu'il était impliqué avec des cartels de drogue mexicains et bulgares. Elle connaissait ses insécurités, ses peurs, ses points faibles, expliqua l'un des enquêteurs impliqués dans l'affaire. Chaque message était soigneusement élaboré pour augmenter sa paranoïa et sa sensation de danger imminent. Dans un mouvement qui démontrait la complexité de son plan, Erlinda envoya également des messages anonymes à Zoreda et Alberto, les alertant sur le supposé danger que Nathaniel représentait. Une lettre écrite à la main le décrivait comme un membre dangereux d'un gang de rue, dans une tentative calculée de semer la peur chez toutes les parties impliquées. Le comportement contrôlant d'Erlinda s'était déjà manifesté auparavant. Selon le témoignage de l'une de ses filles, Nathaniel était devenu extrêmement paranoïaque sous son influence, allant jusqu'à couvrir de rubans adhésifs les objectifs des caméras de la sonnette et même la lumière rouge de la télévision, craignant d'être surveillé. Au fur et à mesure que son plan se développait, Erlinda maintenait une façade de normalité à la maison. Elle continuait à agir comme la fiancée dévouée, tout en orchestrant secrètement une intrigue qui culminerait en meurtres multiples. Ce ne sont pas les femmes qui sont coupables, dit-elle aux enquêteurs, parlant des maîtresses de Nathaniel. C'est sa faute à lui. Le niveau de contrôle qu'Erlinda exerçait sur la situation était effrayant. Elle ne manipulait pas seulement Nathaniel à travers les faux messages, mais surveillait aussi ses mouvements et communications. Son téléphone était enregistré à son nom, lui permettant de suivre ses activités de près. Même après les meurtres, Erlinda maintint sa performance d'innocence. Quand elle fut interrogée par la police, elle se présenta initialement comme une victime des circonstances, une femme préoccupée par le comportement erratique de son fiancé. Cependant, les preuves qui émergeraient plus tard peindraient un tableau très différent, celui d'une manipulatrice qui, motivée par la jalousie et la vengeance, orchestra l'un des crimes les plus choquants de l'histoire récente de l'Illinois. La toile complexe de mensonges tissée par Erlinda Palomo atteignit son apogée le 13 septembre 2023, quand l'une des personnalités fictives qu'elle avait créées envoya un message crucial à Nathaniel Huet Jr. Le texte, élaboré pour paraître venir d'un membre important du cartel, identifiait Zoreda Bartolome comme une informatrice infiltrée, une taupe qui menaçait d'exposer toute l'organisation criminelle. Durant les 2 années précédentes, Erlinda avait méticuleusement construit un monde fictif où Nathaniel croyait être profondément impliqué avec une puissante organisation criminelle qui mélangeait des cartels mexicains et bulgares. À travers de multiples faux comptes et numéros de téléphone générés par des applications, elle nourrissait quotidiennement ses peurs et paranoïas, contrôlant chaque aspect de sa perception de la réalité. Les messages étaient soigneusement calculés pour augmenter graduellement la sensation de danger. Au début, c'était juste des avertissements sur le fait d'être observé. Avec le temps, ils évoluèrent vers des instructions spécifiques sur la façon dont il devait se comporter, dictant même ses relations personnelles. Les supposés leaders du cartel démontraient un intérêt inhabituel pour sa vie privée, allant jusqu'à ordonner qu'il soit plus attentionné envers Erlinda. La paranoïa de Nathaniel atteignit des niveaux alarmants. Il commença à suspecter des caméras cachées partout, couvrait tout voyant lumineux sur les appareils électroniques avec du ruban adhésif et évitait les conversations dans des environnements qu'il considérait comme non sûrs. Sa fille témoignerait plus tard qu'il n'était plus le même, s'isolant de plus en plus, même d'Erlinda. Quand le message concernant Zoreda arriva, Nathaniel était déjà complètement immergé dans la réalité alternative créée par sa fiancée. L'accusation selon laquelle sa maîtresse était une informatrice du gouvernement infiltrée dans le cartel tomba comme la dernière pièce d'un puzzle diabolique. Selon le récit fabriqué,
Zoreda s'était rapproché de lui stratégiquement pour collecter des informations sur l'organisation criminelle. Les instructions qui suivirent étaient précises et létales. Nathaniel fut orienté pour éliminer non seulement Zoreda, mais toute sa famille, pour éviter toute possibilité de représailles ou d'enquête. Le supposé cartel présenta même un assassin fictif appelé Turtle, qui aiderait à la planification du crime. Pendant 3 jours, Nathaniel reçut des instructions détaillées sur la façon de procéder. Les mentors imaginèrent fournir des informations sur comment identifier les caméras de sécurité dans le voisinage, étudier les routines de la famille et planifier les routes de fuite. Chaque détail fut méticuleusement planifié pour ressembler à une opération professionnelle du crime organisé. Le plan incluait des éléments pour dérouter les enquêtes, peindre des graffitis sur les murs, simuler un cambriolage qui aurait mal tourné, et faire paraître que c'était l'œuvre d'adolescents drogués. Les messages rassurants rappelaient constamment que beaucoup de meurtres ne sont jamais résolus et que le cartel protégerait Nathaniel de tout soupçon. Dans une démonstration effrayante de sa complète soumission à la réalité fabriquée, Nathaniel suivait chaque instruction à la lettre, consultant ses supérieurs pour chaque décision. Il ne questionnait pas la logique de pourquoi un cartel mexicain se soucierait tant d'une inspectrice qualité d'une usine dans l'Illinois, ou pourquoi il serait nécessaire d'éliminer des enfants innocents. L'apogée de la manipulation se révéla quand Erlinda, maintenant toujours sa façade de fiancée inquiète, accepta d'aider Nathaniel dans sa mission, conduisant jusqu'à la maison des Bartolome Roland à l'aube fatidique. Elle attendit dans la voiture pendant que son fiancé, armé et déterminé, suivait pour exécuter un plan qu'elle-même avait architecturé, le transformant en l'instrument de sa vengeance contre la femme qui avait osé s'impliquer avec son compagnon. À l'aube du 16 septembre 2023, à 3h17, les caméras de surveillance résidentielle capturèrent un véhicule s'approchant silencieusement de la maison des Bartolome Roland. Au volant se trouvait Erlinda, et sur le siège passager, Nathaniel, portant un pistolet de 9 mm. Le moment que toutes les manipulations antérieures avaient préparé était finalement arrivé. Nathaniel était équipé d'un talkie-walkie, à travers lequel il recevait des instructions supposément du cartel, mais qui en réalité venaient de quelque part proche, où Erlinda orchestrait chaque mouvement. Les caméras de sécurité du voisinage, qui plus tard seraient fondamentales pour l'enquête, enregistrèrent ces mouvements méthodiques et calculés. La première étape fut de couper les moustiquaires des fenêtres, simulant une invasion commune. Nathaniel trouva une porte de cuisine déverrouillée, un détail qu'il connaissait grâce à la reconnaissance préalable des lieux. Le silence de l'aube ne fut brisé que par le son étouffé de ses pas pendant qu'il s'infiltrait dans la maison. Alberto Rolón, probablement réveillé pour se préparer pour son tour matinal de 6 heures, fut le premier à percevoir l'invasion. La rencontre résulta en une poursuite mortelle dans le couloir, avec Alberto tentant désespérément d'atteindre la chambre où sa famille dormait. Les tirs qui l'atteignirent dans le dos témoignaient de sa tentative frustrée de fuite. Dans la chambre principale, Zoreda tenta désespérément de maintenir la porte fermée en entendant les coups de feu. Les marques sur le bois montraient où les balles avaient traversé, l'atteignant fatalement avant même que la porte ne soit enfoncée. Dans ces derniers moments, elle tenta de protéger son visage avec ses mains, un geste final de défense que les enquêteurs trouveraient des heures plus tard. Les chiens de la famille, sentant le danger, commencèrent à aboyer et à gratter frénétiquement la porte d'entrée, essayant de s'échapper. Leurs instincts de survie ne firent pas le poids face à la détermination de l'assassin, qui les exécuta méthodiquement, s'assurant qu'aucun son n'alerterait les voisins. L'horreur atteignit son apogée quand Nathaniel arriva à la chambre des enfants. Suivant les instructions reçues par radio, il n'hésita pas. Adriel et Diego, de 10 et 7 ans, furent réduits au silence pour toujours dans leur propre lit, victimes d'une vengeance qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Avec la famille éliminée, commença la mise en scène finale. Suivant le script préalablement établi, Nathaniel vandalisait les murs avec la lettre F, renversait des meubles et créait une scène qui devait ressembler à l'œuvre de jeunes drogués à la recherche d'argent pour la drogue. La théâtralité de la scène, par la suite, serait l'un des éléments qui soulèverait des soupçons chez les enquêteurs les plus expérimentés. Après environ 20 tirs et 4 vies fauchées, Nathaniel retourna à la voiture où Erlinda attendait. Il envoya un message final au supposé contact du cartel, rapportant l'achèvement de la mission, mais admettant qu'il avait oublié de prendre les téléphones portables des victimes, une erreur qui plus tard se révélerait intentionnelle, partie du plan d'Erlinda pour laisser des preuves qui soutiendraient le récit du crime lié à la drogue. Le couple retourna chez eux comme si rien ne s'était passé, pendant que le soleil commençait à se lever à Roméoville. Nathaniel, croyant avoir éliminé une menace pour le cartel, ne réalisait pas qu'il n'avait été qu'un pion dans un jeu beaucoup plus grand de vengeance et de manipulation. En moins de 24 heures, les corps seraient découverts, et l'enquête qui démontrait toute cette élaborée farce commencerait.
Seulement 24 heures après la découverte des corps, l'enquête avait déjà pris un tournant décisif. Les détectives, armés de preuves des caméras de surveillance et des registres téléphoniques, arrivèrent jusqu'à Nathaniel Huet Jr. sur son lieu de travail à Avant Engineering. L'approche initiale fut prudente et stratégique. Durant l'interrogatoire, les enquêteurs notèrent des incohérences subtiles dans le comportement de Nathaniel. Quand il fut questionné sur sa relation avec Zoreda, il tenta de minimiser l'intimité entre eux, malgré le post-it romantique encore visible sur son poste de travail. L'équipe d'enquête interrogea également Erlinda séparément, remarquant des divergences significatives entre les témoignages du couple. Il était à la maison, il n'est pas sorti, insistait Erlinda, tandis que les caméras de sécurité racontaient une histoire différente. Les images montraient clairement le véhicule du couple faisant le trajet jusqu'à Roméoville à l'aube du crime. Les enquêteurs avaient construit une chronologie précise en utilisant une combinaison de caméras résidentielles, registres de péage et système de reconnaissance de plaques. L'enquête prit un nouveau tournant quand, seulement 4 heures après l'interrogatoire initial, les caméras de sécurité du parking d'Avant Engineering enregistrèrent un moment crucial. Nathaniel rencontra le conducteur d'un SUV rouge, transférant un paquet suspect. Plus tard, on découvrit que le paquet contenait un fusil d'assaut AR-15, un pistolet Glock et une quantité significative de munitions. Le conducteur du SUV, un ancien ami de l'époque où Nathaniel possédait une entreprise de sécurité, coopéra par la suite avec les autorités. Son témoignage révéla un détail intrigant, la demande de garder les armes ne venait pas de Nathaniel, mais d'Erlinda, qui avait fait le contact initial démontrant urgence et nervosité apparente. L'arsenal complet ne serait récupéré que des semaines plus tard, le 6 octobre, quand des membres de la famille d'Erlinda trouvèrent un sac suspect dans le coffre de sa voiture. L'inventaire était impressionnant, en plus de 100 cartouches de munitions pour différents calibres, il y avait des chargeurs pour AR-15 et Glock, des gants, un couteau et d'autres équipements tactiques, un véritable kit d'assassin professionnel. Mais c'est l'analyse minutieuse des registres téléphoniques qui commença à révéler la véritable étendue de la manipulation. Les enquêteurs découvrirent un réseau complexe de numéros générés par des applications, tous connectés à des adresses IP associées à Erlinda. Les messages récupérés traçaient un schéma clair de manipulation psychologique, construit au fil des années. Les détectives récupérèrent également des registres d'achat qui montraient l'acquisition d'équipements de communication, y compris les talkie-walkie utilisés la nuit du crime. La préparation méticuleuse d'Erlinda devenait de plus en plus évidente à mesure que chaque nouvelle pièce de preuve était découverte. Particulièrement révélatrice fut l'analyse de l'ordinateur personnel d'Erlinda, qui contenait un historique détaillé de recherches sur les cartels mexicains et bulgares, les techniques de manipulation psychologique, et même des tutoriels sur la création de fausses identités en ligne. Elle avait soigneusement étudié comment construire un récit convaincant qui pourrait contrôler l'esprit de plus en plus paranoïaque de Nathaniel. L'enquête révéla également qu'Erlinda avait envoyé des lettres anonymes et des courriels à la famille Bartolome Rollon dans les mois précédant le crime, les alertant du danger supposé que Nathaniel représentait. Ce détail démontrait non seulement sa capacité de manipulation, mais aussi sa détermination à créer un récit complexe qui pourrait par la suite détourner les soupçons du véritable plan. À mesure que les preuves s'accumulaient, il devenait clair pour les enquêteurs qu'ils étaient face à quelque chose de beaucoup plus sinistre qu'un crime passionnel ordinaire. Ils avaient découvert un cas sans précédent de manipulation psychologique, où une femme motivée par la jalousie avait transformé son propre fiancé en une arme, orchestrant un massacre à travers une élaboration illusoire de danger et de paranoïa. La prochaine étape serait de capturer le couple avant qu'il ne puisse s'enfuir, une course contre la montre qui mènerait à un dénouement aussi dramatique que le crime lui-même. Le 19 septembre 2023, conscient que les enquêteurs resserraient l'étau, Nathaniel et Erlinda prirent la décision de fuir. À 16h30 ce jour-là, la famille d'Erlinda reçut un message troublant de sa part, « Prenez soin de mes petits-enfants ». C'était le premier signe de ce qui allait suivre. Inquiets, les membres de la famille tentèrent de tracer Erlinda via une application de localisation familiale. Pendant quelques heures, ils réussirent à suivre ses mouvements, jusqu'à ce que le téléphone et l'application soient éteints. La famille, craignant le pire, déposa un signalement de personnes disparues, croyant initialement qu'Erlinda avait été enlevée par Nathaniel. L'ironie de cette supposition n'échappa pas aux enquêteurs. La famille d'Erlinda la voyait comme une victime, une mère de 5 enfants et grand-mère de 5 petits-enfants, supposément retenue en otage par un homme violent. La réalité, comme nous le savons maintenant, était beaucoup plus complexe. Le lendemain, le 20 septembre, les caméras de sécurité capturèrent le couple dans un moment étonnamment banal, faisant des courses dans un Walmart à Tulsa, Oklahoma. Les images montraient quelque chose de révélateur, loin de paraître une otage,
Erlinda marchait tranquillement dans les allées du magasin, souriant et conversant avec les employés tout en choisissant des produits dans le rayon cosmétique. La normalité de la scène était troublante. Un couple faisant des courses ordinaires, comme s'il n'avait pas participé à un massacre brutal seulement 3 jours auparavant. Erlinda, en particulier, affichait un comportement remarquablement détendu, allant jusqu'à plaisanter avec une employée lorsque l'alarme du détecteur de sécurité se déclencha à la sortie. La tranquillité ne durerait pas longtemps. La police de Tulsa, alertée par un système de reconnaissance de plaques, attendait déjà sur le parking. Lorsque les officiers tentèrent d'intercepter le véhicule, Nathaniel accéléra, donnant lieu à une poursuite à grande vitesse sur l'autoroute interstate de l'Oklahoma. La fuite désespérée se termina de façon catastrophique lorsque le GMC de Nathaniel entra violemment en collision avec une barrière en béton. L'impact ne fut que le début de l'horreur qui allait suivre. Avec le véhicule en flammes, Nathaniel prit sa décision finale. Dans un acte de désespoir absolu, il sortit une arme et tira sur Erlinda, l'atteignant à la tête. Ensuite, il retourna l'arme contre lui-même. Le premier tir, positionné sous le menton, ne fut pas fatal. Avec une détermination morbide, il tira à nouveau, cette fois atteignant son objectif. La scène que les policiers de l'Oklahoma trouvèrent était dantesque, un véhicule en flammes contenant les corps du couple. Erlinda, encore en vie, fut rapidement extraite du véhicule en flammes et transportée vers un hôpital local. Cependant, ses blessures étaient trop graves. Elle succomba le lendemain, emportant avec elle beaucoup des secrets sur sa trame élaborée de manipulation et de vengeance. Le dénouement dramatique en Oklahoma mit fin à la partie active de l'enquête, mais laissa les enquêteurs avec la tâche de comprendre complètement l'étendue de la manipulation d'Erlinda. L'affaire se transformerait en l'une des études les plus complexes de manipulation psychologique jamais documentées, démontrant comment la jalousie et l'obsession peuvent transformer des personnes apparemment ordinaires en architectes de tragédies inimaginables. L'ironie finale de l'affaire résidait dans le fait qu'Erlinda, qui avait orchestré toute la trame pour se venger d'une trahison, finit par mourir des mains du même homme qu'elle avait transformé en assassin. Son plan de vengeance avait parfaitement fonctionné, jusqu'au moment où elle devint elle-même sa dernière victime. Après le dénouement dramatique en Oklahoma, les enquêteurs continuèrent à fouiller le passé du couple, découvrant des éléments cruciaux qui aidèrent à expliquer comment une histoire d'infidélité ordinaire s'était transformée en une tragédie de proportions inimaginables. L'un des éléments les plus significatifs émergea du témoignage de l'ami qui avait reçu les armes dans le SUV rouge. Selon lui, Nathaniel avait connu un déclin significatif dans sa vie professionnelle au cours des dernières années. Son entreprise de sécurité, Black Bear Security, avait perdu des contrats importants, coïncidant avec des changements préoccupants dans son comportement. Le même ami révéla que Nathaniel avait développé une addiction à la cocaïne, qui contribuait à sa paranoïa croissante. Ce détail crucial aida les enquêteurs à comprendre pourquoi il était devenu une proie si facile pour les manipulations d'Erlinda. La combinaison d'instabilité financière, d'usage de drogue et de tendances paranoïaques créa le terrain parfait pour que les histoires sur les cartels paraissent plausibles. L'enquête sur l'arsenal trouvé dans le coffre de la voiture d'Erlinda le 6 octobre révéla un autre aspect troublant de l'affaire. Le sac contenant plus de 100 cartouches de munitions, de multiples chargeurs, des gants et d'autres équipements tactiques suggérait un niveau de préparation qui allait au-delà du massacre de la famille Bartholomew Rollon. Les enquêteurs spéculent sur l'existence possible de plans supplémentaires qui ne se sont jamais concrétisés. Particulièrement intrigante fut la découverte que Nathaniel, malgré son passé dans l'industrie de la sécurité, était légalement interdit de posséder des armes à feu en raison d'une ordonnance judiciaire antérieure. Ce détail souleva des questions sur la façon dont il avait obtenu accès à l'arsenal utilisé dans le crime, bien que les preuves pointaient vers Erlinda comme probable facilitatrice. Les messages d'avertissement envoyés par Erlinda à la famille Bartholomew Rollon prirent un nouveau sens à la lumière des révélations ultérieures. Ce qui semblait initialement être un acte de conscience ou d'hésitation fut réinterprété comme faisant partie de son élaboration minutieuse d'alibi, créant un récit qui pourrait détourner les soupçons d'elle si le plan tournait mal. Dans les heures précédant leur fuite, Nathaniel fit une confession partielle à sa mère, révélant qu'il avait commis les meurtres parce que des gens étaient après lui. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il avait tué les enfants, sa réponse fut troublante, il croyait qu'ils seraient mieux morts que vivants sans leurs parents, une logique déformée qui démontrait à quel point sa perception de la réalité avait été altérée par la manipulation d'Erlinda. L'analyse du comportement du couple au Walmart de Tulsa, heure avant leur mort, fournit aux enquêteurs un dernier aperçu de la dynamique entre eux. Erlinda, souriante et apparemment insouciante, maintenait sa façade de normalité jusqu'à la fin. Nathaniel, en revanche, montrait des signes visibles de nervosité et de paranoïa,
regardant constamment par-dessus son épaule. Une découverte particulièrement troublante fut faite dans la résidence du couple après leur mort. Erlinda tenait un journal détaillé dans son ordinateur, documentant des parties de son plan et ses réactions aux trahisons de Nathaniel. Les entrées révélaient un mélange toxique d'amour obsessionnel, de jalousie pathologique et d'un désir calculé de vengeance qui s'était développé au fil des années. L'examen des réseaux sociaux et des communications du couple révéla également un schéma de comportement contrôlant de la part d'Erlinda qui précédait de loin la liaison avec Zoreda. Elle surveillait systématiquement les interactions de Nathaniel, créait de faux comptes pour le tester et l'isolait graduellement de ses amis et de sa famille, un processus de manipulation qui s'étendit sur des années avant de culminer dans le massacre. À mesure que les enquêtes sur l'affaire Roméoville s'approfondissaient après le dénouement dramatique en Oklahoma, chaque nouvelle découverte ajoutait des couches de complexité à une histoire déjà troublante. Les révélations ultérieures n'aidèrent pas seulement à comprendre la tragédie, mais soulevèrent aussi des questions qui persistent jusqu'à aujourd'hui. Le passé de Nathaniel commença à se dévoiler à travers les témoignages de personnes proches. Son ami du SUV rouge révéla que la vie de l'ancien agent de sécurité était entrée en spirale descendante des années avant le massacre. La Black Bear Security, entreprise qu'il avait fondée, perdit des contrats importants, le plongeant dans des difficultés financières. Parallèlement, il développa une addiction à la cocaïne qui alimentait sa paranoïa croissante, un cocktail parfait pour les manipulations à venir. L'arsenal découvert dans le coffre de la voiture d'Erlinda le 6 octobre peignit un tableau encore plus sombre. Le sac contenant plus de 100 cartouches de munitions, de multiples chargeurs, des gants et des équipements tactiques suggéraient que le massacre n'aurait peut-être pas été la fin du plan. Y avait-il d'autres victimes en vue? Était-ce une préparation pour une éventuelle fuite? Ces questions restent sans réponse. Particulièrement intrigant fut la découverte que Nathaniel était interdit par ordonnance judiciaire de posséder des armes à feu. Comment, alors, avait-il eu accès à un tel arsenal? Les preuves pointent vers Erlinda comme facilitatrice, mais l'étendue de son réseau de contacts dans le monde souterrain des armes illégales n'a jamais été complètement cartographiée. L'analyse de l'ordinateur personnel d'Erlinda révéla un journal intime numérique troublant, documentant des années de jalousie obsessionnelle et de plans de vengeance. Les entrées montraient une progression effrayante, de la surveillance compulsive des activités de Nathaniel à la création de personas élaborés en ligne pour le manipuler. Le journal révéla également qu'elle étudiait méticuleusement les cartels mexicains et les techniques de manipulation psychologique, se préparant pour sa grande mise en scène. Dans les heures finales avant leur fuite, Nathaniel fit une confession partielle à sa mère qui soulève plus de questions que de réponses. Il dit avoir tué la famille parce que des gens étaient après lui et, quand on l'interrogea sur les enfants, répondit qu'il serait mieux mort que vivant sans leurs parents, une logique déformée qui suggère qu'il croyait encore pleinement au récit du cartel. Cependant, certaines questions cruciales restent sans réponse. Nous ne saurons jamais si Nathaniel découvrit, dans ses derniers moments, qu'il avait été manipulé. Son acte de tirer sur Erlinda avant de se suicider suggère une possible révélation, mais sa dernière confession à sa mère indique qu'il est peut-être mort encore prisonnier de la réalité fabriquée par elle. Le comportement d'Erlinda laisse également des questions intrigantes. Pourquoi a-t-elle envoyé des avertissements à la famille Bartholome Rollon sur le danger supposé que Nathaniel représentait? Était-ce une partie de son alibi, un moment d'hésitation morale, ou simplement une couche supplémentaire dans son jeu de manipulation? La réponse est morte avec elle en Oklahoma. La facilité avec laquelle Nathaniel accepta l'histoire du cartel reste déconcertante. Même en considérant son usage de drogue et sa paranoïa, le récit semblait extraordinairement invraisemblable. Avait-il vraiment cru, ou utilisait-il la manipulation d'Erlinda comme justification pour ses propres pulsions violentes? Peut-être la question la plus troublante est pourquoi personne n'est intervenu. Les signes étaient là, le comportement erratique de Nathaniel, le contrôle obsessionnel d'Erlinda, les menaces voilées. Comme dans tant d'autres tragédies, les alertes ne sont devenues évidentes qu'en rétrospective. Que pensez-vous de ce qui a conduit Nathaniel à croire si facilement à l'histoire du cartel? Avait-il vraiment été complètement manipulé, ou une partie de lui connaissait-elle la vérité? Et quant à Erlinda, son plan élaboré n'était-il que vengeance, ou y avait-il quelque chose de plus profond dans sa psyché qui l'a conduite à orchestrer une tragédie si complexe? Si vous avez été marqué par cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les notifications de nouveaux cas. Partagez vos théories et réflexions dans les commentaires ci-dessous, votre perspective peut apporter de nouveaux éclairages sur cette affaire troublante. N'oubliez pas non plus de partager cette vidéo avec des personnes qui pourraient s'intéresser aux crimes réels et aux analyses approfondies de cas réels. Chaque histoire que nous racontons sert non seulement à informer,
mais aussi à nous alerter sur les signes de comportement manipulateur et potentiellement dangereux que nous ignorons parfois. On se retrouve dans la prochaine affaire.